sur Kaiserfoot, votre balado vidéo-diffusion portant sur la Bundesliga et le football allemand. Mathieu Lemay, votre animateur, qui vous retrouve pour ce nouveau numéro mensuel, accompagné bien sûr de son ami le Kaiser, qui s'apprête d'ici quelques jours à partir pour l'Indonésie pour couvrir son autre sport de prédilection, la gymnastique, alors que les championnats du monde auront lieu là-bas. Hello, Frenda, David, comment vas-tu? Allô Mathieu, salut à tous. Ça va, pas mal de choses à gérer en même temps. Déjà, c'est vrai que sur le plan national, sur le plan de l'Allemagne, on a l'équipe nationale qui est en train de se remettre en selle. C'est fragile, mais il y a des choses positives quand même à décrire. La Bundesliga, des records partout et une lutte pour ne pas descendre qui, cette année, c'est un des aspects, risque d'être particulièrement féroce. Et voilà, et puis les trêves internationales, évidemment aussi, qui viennent scander un peu cette Bundesliga. Pour tout vous dire, alors vous allez croire qu'il y a de la mauvaise foi là-dedans, il n'y a absolument pas de mauvaise foi. Je me contente très largement de ce championnat et de cette équipe nationale. Tout ce qui se passe en Première Ligue, tout ce qui se passe en Espagne, je jette un œil distrait, bien sûr, pour des raisons professionnels, pour voir un peu ce que fait Hansi Flick, pour voir un peu ce que fait Jürgen Klopp, bien entendu, des gens comme ça. Et pour pas Euh, avoir l'air fou sur RFI quand on te questionne en dehors de c'est ça. l'Allemagne. Non, non, bien sûr. Bien sûr, on surveille la destinée de Tony Kroos, la moindre déclaration des anciens, etc. Mais voilà, ce que je voulais vous dire en introduction, mais vous nous suivez fidèlement, donc ça, vous l'avez compris. La Bundesliga, il y a des arguments pour la suivre. Financier, c'est pas si mal. Sportivement, c'est quand même extra. Et puis, il y a des histoires, des joueurs qui éclosent, de la politique de formation qui bouge, des clubs qui montent, qui descendent. Il va falloir qu'on surveille aussi au fil de la saison. On vous en reparlera en temps voulu. Des clubs comme Schalke, bien sûr, aussi, qui essaient de se remettre en selle, par exemple, hein, parmi d'autres. Voilà, beaucoup de choses à dire et ça se suffit à soi-même, je trouve. Oui, on pourrait rajouter aussi que Thomas Müller semble bien adorer Vancouver Exact. depuis qu'il est arrivé, ce qui est quand même assez étonnant, mais on comprend un peu mieux aussi pourquoi son recrutement aide beaucoup cette équipe qui était déjà quand même pas si mal nantie, je dirais. Bref, mais on a déjà parlé de Müller lors du dernier mois. Maintenant, on va commencer l'émission en parlant d'un autre joueur, mais qui lui est en Bundesliga, mais qui est par contre britannique de nationalité. Il s'agit bien sûr de Harry Kane. Alors, il se trouve qu'au cours des dernières semaines, son nom a refait surface alors que l'on parle d'une course au record pour le plus haut total de buts, toutes compétitions confondues, je tiens à le préciser. Alors donc, le meilleur ou le plus haut total de buts inscrits au cours d'une année entière, mais ça inclut toutes les compétitions, bien entendu. Le record actuel est détenu par Lionel Messi. Je crois qu'il est de 73 buts. Tu me corrigeras si je me trompe. Peut-être même que c'est plus. Mais toujours est-il qu'on a une course à trois cette année. On a bien sûr Kylian Mbappé qui a démarré la saison en force cette fois-ci avec le Real Madrid et qui explose son compteur avec le Real. Donc, on a aussi bien sûr Erling Braut Haaland, dont on a déjà parlé longuement ici à l'époque où il était à Dortmund, et qui connaît aussi un très fort début de saison. Ce joueur-là aussi continue de produire en Ligue des Champions, mais il y a un autre nom qui s'est invité dans la compétition. Un nom de quelqu'un de plutôt discret, mais qui a quand même levé la main pour dire il ne faut pas m'écarter trop vite. Il s'agit bien sûr de l'international anglais Harry Kane, qui continue d'affoler les compteurs saison après saison. En fait, on a l'impression que comme le bon vin, plus il vieillit, plus il se bonifie. Harry Kane, on a l'impression que quand tu regardes une application comme FootMob, peu importe, et que tu regardes les statistiques ou les comptes rendus des matchs, son nom est toujours là lorsqu'il s'agit de buts marqués, avec le Bayern de Munich, bien sûr. Alors, j'ai envie de te poser la question pour commencer cette émission d'entrée de jeu, David. Est-ce qu'Harry Kane a vraiment des chances légitimes d'être, qui sait, celui qui va battre le record de Lionel Messi pour le total de buts inscrits en une seule saison, toutes compétitions confondues? Ça paraît assez audacieux de dire ça, mais quand on regarde les statistiques, force est de reconnaître qu'il est dans la course et qu'il a peut-être des chances. Mais en a-t-il vraiment si ça continue comme ça, s'il n'est pas blessé ou si son équipe, tout d'un coup, comme ça, se fait éliminer trop vite de la Ligue des Champions, parce que ça compte aussi. Alors, c'est pour ça que je te pose cette question-là, et je sais qu'on te l'a déjà posé un petit peu, parce qu'Harry Kane
Et souvent, dans les sujets de conversation, lorsqu'on parle du football allemand, bien sûr, mais aussi de cette lutte au record, alors voilà, David, je te laisse te mouiller. Est-ce qu'Harry Kane a des chances légitimes de battre le record de Lionel Messi? Ouais, c'est sûr, alors, il y a des arguments qui sont quand même solides sur ce qu'il a montré ces dernières semaines, sur tout son vécu accumulé avec Tottenham aussi, bien sûr. La première chose qui vient à l'esprit, et on souhaite que ça continue, bien sûr, pour le joueur et de manière générale pour qui que ce soit, il ne se blesse pas. C'est-à-dire, il y a des petits pépins ici ou là, des petites alertes, mais il y a pas de grande interruption, etc. On peut souhaiter, bien sûr, surtout si le Bayern veut aller au-delà des quarts de finale de Ligue des Champions, on peut souhaiter que ça dure. Et dans cette perspective-là, Harry Kane étant toujours titularisé, sauf quand il n'y a pas besoin de lui, c'est-à-dire jamais. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous jouez régulièrement, non seulement vous êtes dans le rythme, vous êtes compétitif, vous avez la sensation, les sensations nécessaires à la compétition. On le voit avec Serge Gnabry en ce moment, qui marque et qui passe à peu près à tous les matchs. C'est parce qu'il joue régulièrement. Il n'y a pas de secret. Les anciens joueurs le confirment. Quand on les entend dans les discussions, dans les débats, c'est l'argument numéro un. Vous jouez régulièrement, vous êtes performant, vous êtes à votre meilleur potentiel. Et pour Harry Kane, ça sous-entend marquer des buts. Il y a tous ces pénaltys. Et ça n'est pas à négliger parce que pour frapper, réussir des pénaltys, il faut être lucide, il faut être précis, il faut être adroit, il faut faire fi de l'atmosphère, de l'environnement du gardien adverse. Il en est à une série sans faute, la meilleure de l'histoire pour ce qui est de ce championnat, qui a démarré, je le rappelle, en 1962-63. Donc voilà, on a 60 ans de recul et Harry Kane est le meilleur tireur de pénalty de l'histoire depuis qu'il a commencé. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. On peut dire c'est un contre-argument, mais non, parce il faut les marquer, hein, ces pénaltys. Euh, il ne se blesse pas, mais moi, je suis gêné qu'on s'arrête aux statistiques. Donc j'ai envie de répondre oui à ta question, pour peu qu'il poursuive, bien sûr, sur la totalité de la saison. Dans ce cas-là, vu les statistiques qu'il poursuit en ce moment, avec 1,8 buts par match, ce qui est deux fois plus de buts par match que David Trezeguet. Faut quand même se dire ce que c'est comme dinguerie. Alors, bien sûr, il est bien alimenté, il y a les joueurs autour, il y a le meilleur club du pays, etc. Pas de problème. Néanmoins, c'est une moyenne folle. Donc, si il parvient à garder sa forme physique, sa forme mentale, sa fraîcheur sur la saison, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Mais je suis gêné que l'on s'arrête aux statistiques parce que les observateurs du foot l'ont bien compris. Harry Kane, c'est bien plus qu'un finisseur. C'est quelqu'un qui peut jouer derrière un attaquant de pointe. Vincent Kompany est en train de tester ça avec Nicolas Jackson, qui est arrivé en fin de mercato. Et il essaye de jouer les deux ensemble. Et Harry Kane peut jouer un peu derrière l'ancien de Chelsea. Il est aussi à l'aise, très à l'aise. Moi, je suis assez bluffé à chaque match. Quand il recule dans le rond central, voire dans sa moitié de terrain pour faire respirer le jeu, orienter, faire des changements d'aile, faire des renversements gauche-droite. C'est toujours précis, ça va jamais en touche. C'est jamais 2 mètres plus loin, 2 mètres trop loin, 2 mètres en arrière, etc. Toujours très précis. Donc, des qualités de numéro 10 évidentes. Et puis, les efforts défensifs pour servir l'équipe, pour rendre service aux coéquipiers. Sur les corners adverses, il repousse régulièrement les ballons de la tête. Il vient défendre dans sa surface avec des gestes de défenseur. Donc un attaquant complet, bien plus que des statistiques. Et de ce point de vue, quelque part, c'est plus impressionnant encore que cette moyenne de buts qui est effectivement en ce moment la meilleure de sa carrière. On lui a posé la question d'ailleurs, est-ce que c'est le meilleur Harry Kane que vous ayez jamais été? Et il ne le dit pas franchement parce qu'il est très poli, très flegmatique, mais on sent bien qu'il a envie de répondre oui. Voilà, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ça dure au-delà de l'hiver, les mois difficiles, les morsures du froid, entre guillemets, même si on rentre vite dans le cliché, on n'est pas non plus dans le grand nord russe, en Allemagne. Mais voilà, et si ça se prolonge, oui, c'est sa saison. Et on a la sensation que cette 13e place du Ballon d'Or est complètement absurde et qu'il mérite d'être dans le quintet ou dans le sextet de tête. C'est l'attaquant aujourd'hui le plus complet, je pense, du continent européen.
Actuellement, je pense que tu as raison. Et toute proportion gardée, son exemple me rappelle un peu celui de Karim Benzema à une certaine époque, qui se sacrifiait, mais qui probablement, à cause d'un Cristiano Ronaldo, marquait peut-être moins de buts. Ouais. Mais on a découvert après que c'était un aussi fin marqueur, tout en faisant les replis. Et l'année où il a eu le Ballon d'Or a prouvé qu'un attaquant qui fait ce, en tout cas, qui joue ce genre de rôle qui est un peu en dehors du neuf traditionnel, c'est-à-dire parfois il joue derrière les alliés, vient soutenir son équipe pour faire les replis, fait les appels de balles au plus court, donc qui donne les efforts pour le collectif. Pour Ouais. quelqu'un qui affole les compteurs comme ça, mais qui est en plus généreux avec ses coéquipiers, c'est plutôt rare. Et je pensais à Karim Benzema quand je voyais Harry Kane. Ouais, ouais. Et c'est dommage qu'il n'ait peut-être pas la reconnaissance qu'il mériterait, étant donné justement son caractère peut-être un peu effacé ou flegmatique, puisqu'on reprend un terme anglais qui est, on va dire, un peu typique de l'Angleterre, si je puis dire. Et tu as bien fait de le souligner parce que c'est. Et ça explique aussi, mais ça, bon, le classement du Ballon d'Or, moi j'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur le Ballon d'Or. Il y aura toujours des mécontents Bien sûr, oui, ou tout à fait. des surprises par rapport au classement. Mais probablement qu'éventuellement, il va falloir, si on l'a déjà donné à Benzema pour ça, si jamais le Bayern remportait la Ligue des Champions et qu'Harry Voilà. Kane était un facteur important, Ouais. et pour les raisons que tu as dit, et en plus, s'il s'approche du record de Messi, il va falloir qu'on pense à lui là, au prochain. Ça serait bête là, de ne pas y penser. Alors, la saison dernière, probablement que comme le Bayern a été éliminé assez tôt des compétitions et malgré un retour au championnat, mais on considère peut-être que c'est la normalité dans Ouais. certains jugements. Ça explique peut-être pourquoi son classement n'a pas été aussi haut. Mais on pourrait dire la même chose d'un Pedri, par exemple, alors qu'il y en a d'autres qui étaient peut-être un peu hauts. Mais bon, le Paris Saint-Germain a comme un peu tout raflé. Puis il ne faut pas oublier que c'est un peu collectivement. Le fait qu'il y ait eu autant de joueurs, ça indique que finalement, ce n'était pas le travail de juste d'un Mbappé à l'époque où on faisait venir des stars. Donc il faut saluer ça aussi. J'imagine que ça a joué dans le vote. Mais tu as raison. Je pense que Harry Kane mérite une certaine reconnaissance. Et j'écarte toute partisanerie par rapport aux équipes. Là. Ouais. Je veux dire, même, moi, je me souviens que déjà à Tottenham, il affolait les compteurs et qu'on le voyait comme étant le futur recordman des meilleurs buteurs de l'histoire de la Premier League. Il s'approchait dangereusement des chiffres de ceux qui menaient là, avec avec des noms assez glorieux. Mais là, il est parti en Allemagne, donc ce record-là ne sera pas battu. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il augmente sa production en plus d'avoir ce jeu que tu dis, alors qu'il est rendu à 32 ans. Ouais. On pense qu'il devrait être sur le déclin, mais pas du tout avec lui. Et il est, comme tu dis, il est rarement blessé. Donc, c'est quelqu'un qui doit avoir une hygiène de vie, je Tout à fait. pense, Ouais. assez rigoureuse. Mhm. Alors, moi, je lui tire mon chapeau et moi, je suis persuadé que si la tendance se maintient, son nom devrait être sérieusement à considérer. Mais c'est pour ça aussi que je posais la question par rapport à Mbappé ou Haaland. On dirait que Mbappé ou Haaland, on s'attend à les voir comme possible recordman dans quelque chose comme Lionel Messi dans son temps. Harry Kane, on ne passe pas à lui, mais c'est tout ça en fonction des qualités que tu as soulignées. Et je pense que c'est important de le mentionner. Parlant de la Bundesliga, maintenant, on y revient un peu, mais on va descendre un peu au classement. On va parler d'un club qu'on affectionne quand même, toi et moi, pour en parler souvent, mais on ne le fait pas juste pour ça. Là. Il y a une raison. On va parler de Hambourg encore une fois, qui a obtenu, après un départ lent au début de la saison, a obtenu ses premiers succès et là, connaît une bonne tendance au point où actuellement au classement, ils sont, et j'espère que je ne me trompe pas, ils sont 9e. Donc, ils sont au milieu. Ils ont 8 points au compteur. Ils ont 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, bref, 2 partout. Bref, cette équipe qui vient d'arriver en Bundesliga après plusieurs années d'échecs et une relégation dont on a parlé il y a quelques années, on monte aux premières années de notre podcast, connaît un très bon départ et il y a le nom d'un joueur qui est mentionné qui explique en partie les succès de Hambourg. C'est celui de Ryan Philippe. Alors, je me rappelle quand il était en Ligue 1 et ensuite il est allé à Luxembourg où il s'est fait oublier. Là, il est avec Hambourg et son nom aurait fait surface dans les médias comme étant un peu le joueur revanchard à surveiller qui explique en partie les succès de cette équipe. Alors, moi, je te pose la question, David. Est-ce que ces succès, ces premiers succès de Hambourg sont encourageants pour la suite? Et est-ce que Ryan Philippe, justement, peut devenir, si on veut, l'un des plus beaux retours, et j'écarte encore une fois les statistiques, mais un des plus beaux retours au sein justement d'une ligue qui est quand même couverte médiatiquement, au point qu'il devienne justement un des atouts pour que
que les succès du club continuent à durer pendant toute la saison et leur permettre comme ça de rester en première division la saison prochaine. Oui, Hambourg avait assumé en arrivant de D2 en D1 cet été, avait assumé que au moment de lancer l'exercice 2025-2026, il n'avait pas le niveau hein, pour se maintenir. Il l'avait assumé en disant on va apprendre semaine après semaine. C'est risqué, mais ça peut marcher. Mais ça nécessite de progresser, bien sûr, au fil de la saison. Peut-être aussi, et là je y viens tout de suite, il n'y a pas besoin de perdre du temps de faire du recrutement intelligent, que ce soit l'été ou correctif l'hiver suivant si on a quelques moyens, quelques millions qui traînent dans les tiroirs. Et de fait, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, évidemment, quand vous voyez Hambourg se faire balayer par le Bayern, vous vous dites qu'il y a une division d'écart. C'est arrivé cette fois, c'était arrivé toutes les fois d'avant aussi, parce que en ce moment, les deux En clubs sont même pas temps, il y a au... tellement d'adversaires qui se font Oui, étrier par le Bayern que le fait que Hambourg ait perdu par ce score, même moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ça ne oui, mesure pas le niveau d'Hambourg dans la Bundesliga comme tel. ouais, tout à fait. Alors, voilà, donc il y a ce jeune entraîneur qui se laisse pas démonter par quelques échecs. Ça, c'est une preuve de le fameux mot à la mode, la résilience pour Merlin Paulsen. Jeune entraîneur de cette brochette d'entraîneurs entre 35 et 45 ans, hein, en gros. Euh, L'équipe a recruté intelligemment aussi au dernier moment. Il y a eu une ou deux arrivées intelligentes pour renforcer un peu l'ensemble. J'étais un peu inquiet au tout début. Je les ai vus jouer dès la première journée en Hambourg et je me suis dit, c'est pas une équipe qui va assumer son niveau en première division. On l'a vu notamment dans le derby contre Saint-Pauli, le voisin, où le voisin a montré que son expérience de la Bundesliga, première division, donc suffisait pour battre un promu, ce qui était quand même pas une très bon indice pour Hambourg. Mais depuis, il y a eu des points pris dans plusieurs matchs d'affilée. Ce recrutement intelligent, tu as mentionné un joueur qui se relance, mais il y a quelques autres noms à garder à l'esprit. On verra au fil de la saison si ça se confirme. On va rester prudent. Et puis un gardien de but qui fait aussi quelques miracles. Daniel Hoyer Fernandez, très bien dans les buts, de gros arrêts, des choses décisives qui ont aidé aussi l'équipe. Moi, vous vous souvenez un peu comment je raisonne. Je fais toujours des raisonnements par l'absurde pour voir un peu comment on peut retomber sur ses pattes. On peut se demander, là, de manière tout à fait euh, comme ça, primaire, un peu rustre, on peut se demander combien il y a d'équipes qui sont moins bonnes que Hambourg en vue d'une descente en fin de saison. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Heidenheim n'est pas meilleur qu'Hambourg aujourd'hui, qui est Heidenheim qui est dernier actuellement au classement. Le Borussia Mönchengladbach en pleine crise, une équipe en train de se désagréger. Il Euh, fallait que ce soit la saison où j'avais refusé de faire la prédiction Tout que à fait. Gerardo Sewan serait congédié pour que Ouais. finalement Mönchengladbach connaisse un départ, mais à plat complètement, et ça risque d'arriver. Les deux dernières fois, j'avais prédit ça, qu'il partirait, et là, son équipe connaissait des performances surprenantes quand Ouais. même. Ouais. Alors là, il était toujours en poste, et moi, ben, avec ma prédiction, Oui. ben, j'avais l'air, tu sais, j'étais gros Jean comme devant, comme on dit. Et là, cette année, j'ai dit, bon, je ferai pas la prédiction, je vais me flinguer, je vais me tirer dans le pied, quoi. Et Non, finalement, mais ben, c'est quand je fais pas la prédiction que ça se produit. Désolé de la parenthèse, mais je voulais le souligner parce oui. que quand à chaque fois que je vois le classement, ça me fait rigoler. Et tout de suite, je vais envoyer un message aux auditeurs. Si vous m'entendez faire une prédiction, faites exactement le contraire, vous êtes sûr que vous allez gagner. Non, je suis pas OK, je te d'accord. laisse continuer. Il y en a quand même de très justes. Non, mais là, effectivement, une équipe qui n'a pas de victoire, qui vient de La seule son, sans victoire. son directeur sportif, oui, c'est ça, la seule. Son directeur sportif, Roland Virkus, qui a jeté l'éponge parce qu'il a compris qu'il n'était plus légitime, une direction un petit peu disparate. Moi, je suis un grand fan de Rainer Bonhoff, joueur et dirigeant. Après, je trouve qu'il a une élégance infinie. Mais voilà, on sent que c'est pas harmonieux du tout en ce moment à Mönchengladbach et l'équipe aujourd'hui n'est pas performante, n'est pas efficace, n'est pas compétitive. Mayence souffre en ce moment aussi beaucoup. Voilà, on va pas rentrer dans le détail, hein. Pléa est parti de Mönchengladbach, Mayence a perdu Burkhardt, ça pèse très lourd, on voit bien. Des fois, il faut reconstruire et ça se fait pas forcément en 3 mois. Donc ça fait 3 équipes là. Après, au-dessus, c'est plus fort, hein. Wolfsburg, Augsbourg, ils ont des moyens d'aller gagner des matchs. Mais Mayence, Mönchengladbach, Heidenheim, aujourd'hui,
c'est pas si étonnant que ça de voir Hambourg au-dessus. Et donc, partant de ce principe, aujourd'hui, Hambourg n'est pas menacé par la relégation. Tous les points pris sont des points qui éloignent l'équipe de la descente. C'est de la palissade. Mais voilà, un gardien qui fait de très grosses choses, de très belles choses, qui rapporte des points, des recrues récentes, efficaces, un entraîneur qui ne s'est pas laissé démonter par les premières défaites, et un groupe qui a l'air d'avoir envie aussi, parce que les pronostics étaient un peu contre cette équipe, qui a l'air d'avoir envie de montrer que collectivement, il peut réussir des choses. Ça ne va pas nous emmener dans les 5 premières places. Là-dessus, on est tout à fait sûr. Enfin voilà, les prédictions, on a dit qu'on était méfiant, mais on va pas considérer qu'Hambourg se qualifie pour l'Europe. Contrairement à Cologne, qui lui pourrait réussir un braquage. Mais Hambourg, non. Mais pour se maintenir, là, ce qu'il nous montre, les recettes, le bon gardien, des buts, des solutions en attaque, une défense qui n'est pas du tout ridicule, avec de la jeunesse, de la prise de risque. On pourra rentrer dans le détail au fil de la saison si ça se confirme, mais de la jeunesse, de la prise de risque. Mais on sent qu'il y a du talent, il y a de la vie. Voilà, donc cette équipe d'Hambourg, oui, c'est mention bien pour l'instant et je suis assez surpris qu'elle soit si haut dans le classement. Effectivement, je n'avais pas repris là avant qu'on démarre. Je n'ai pas forcément exactement toute la hiérarchie des 18 équipes en tête. Hambourg, effectivement, est 9e. Et bon, alors voilà, c'est le début de la saison, il y a eu 6 journées, mais ça signifie déjà quelque chose et les quelques arguments que j'ai donnés vont évidemment dans le sens de la solidité de cette équipe et de sa durabilité. En tout cas, juste revenir rapidement à Mönchengladbach. Oui, je plaisantais tantôt, c'est qu'il faut savoir que Gerardo Sohan a été un des premiers entraîneurs congédiés en ce début de saison. Pour l'instant, c'est Eugène Polanski qui dirigeait l'équipe U23, qui est l'entraîneur par intérim. Alors, j'ai hâte de voir qui on va nommer pour espérer sauver en tout cas, sauver la maison en feu, si je peux dire comme ça. Pour en revenir en bas, moi, je suis très content de les voir là où ils sont. À l'inverse, c'est St. Pauli qui est dans une mauvaise séquence après un très bon départ, mais ils sont à peu près à un point de distance au classement. St. Pauli, je pense, a les ressources pour quand même être aussi bien positionné, comme en bas aussi, je crois en cette équipe. Parce que on semble savoir vers où on va. Et dans ta réponse, tu as souligné un peu cette espèce de modestie. On n'a pas voulu s'avancer ou se risquer à dire on va rester cette année. Non, non. Là, on garde une réserve sur l'ambition, mais je suis persuadé qu'à l'intérieur, on se dit on va intelligemment trouver une façon de rester dans cette première division. Et tu l'as bien souligné. Au classement, d'ailleurs, tu as bien fait de le souligner, sinon je l'aurais fait un peu plus tard dans l'émission. Mayence est en position de barragiste, mais les pertes au niveau de l'effectif font mal à cette équipe pour l'instant. Je pense que Mayence va trouver une façon, comme ils le font souvent, ou des ressources pour éventuellement peut-être remonter, mais ça va être plus difficile cette année. On en avait parlé lors de lors du premier épisode. Et puis Heidenheim, ils ne sont pas vraiment améliorés, mais ils ont un très bon entraîneur. Mais ça le dit, ça va être plus difficile encore une fois pour cette équipe. Alors, ça va être intéressant. Là aussi, je pense, la course à la relégation, on ne sera peut-être pas au bout de nos peines. Mais voilà, Hambourg, bravo, franchement. 9e place pour l'instant. Ils sont sur une séquence de 3 matchs sans défaite. On va espérer que ça continue pour cette équipe et pour une ville aussi qu'on affectionne beaucoup. Puisqu'on parle aussi de St. Pauli, puisque tu parlais de la rivalité, hein, c'est la rivalité Ouais, du coin, bien ouais. sûr. Alors, ils vont se raffronter une autre fois en 2026. Ça risque d'être différent du premier affrontement. À surveiller donc. Passons au prochain sujet. Voilà. Euh, le Bayer Leverkusen a officiellement changé d'entraîneur. On avait parlé justement du départ d'Éric Ten Hag, qui était un des premiers à avoir été, je dirais pas limogé, mais en tout cas un des premiers qui a quitté son poste aussi rapidement en début de saison. Et après un court passage avec un intérim, on a finalement nommé un nouvel entraîneur au sein de cette équipe, le Bayer Leverkusen, Kasper Ullmann, ancien sélectionneur du Danemark qui a été officialisé, c'est récent. Est-ce qu'il est capable de profiter de la bonne tenue du club depuis le départ de Ten Hag et qui était mené justement par les adjoints par intérim? Parce que, croyez-le ou non, le Bayer Leverkusen n'a plus perdu depuis le départ de Ten Hag. Ils sont 5e au classement. Et on est sur une bonne lancée. 3 victoires, 2 matchs nuls, 5 matchs sans défaite. Et on semble avoir repris des couleurs avant même qu'on ait trouvé ce nouvel entraîneur, Ullmann. Alors, peut-il poursuivre dans cette continuité à succès du Bayer Leverkusen, David? Est-ce que c'est le bon choix comme entraîneur, selon toi, Kasper Ullmann?
Oui, au départ, on est dans la société du bling-bling, dans la société du paraître, dans la société de l'instantané. Donc, quand le nom est apparu, je me suis dit, tiens, je suis déçu. C'est pas Xabi Alonso, quoi. Et puis, en réfléchissant un tout petit peu, vous voyez, je suis honnête avec vous, le ressenti Ouais. Non, mais immédiat j'essaie est, d'imaginer, pendant une seconde, j'essayais d'imaginer Xabi Alonso en bling-bling par rapport à d'autres joueurs ou à d'autres entraîneurs. Mais bon, je vais arrêter là. C'est correct. ouais, on le voit mal arriver avec un bolide fluo à l'entraînement chez Alonso. Je sais pas pourquoi, mais je dis pas que c'est mal parce que ça peut s'apprécier aussi par ailleurs. Non, Hjulmand n'est pas non plus bling bling, effectivement. Et c'est intelligent de la part de Leverkusen, bien sûr, parce qu'il y a un savoir-faire. Savoir-faire. Il a été très fort avec Nord-Zélande. Alors, avec la sélection danoise, il n'a pas remporté l'Euro comme ses prédécesseurs illustres l'avaient fait en 1992 ou 92, voilà, c'est pas quelqu'un qui a laissé des mauvaises traces, des mauvais souvenirs, qui a fâché les vestiaires. Et puis, il y a un savoir-faire parce que, encore une fois, il a très bien réussi dans la Ligue danoise. En Allemagne, je ne crois pas qu'il avait laissé un long souvenir. Mais je crois que ce qui était intelligent de la part de Leverkusen aussi, c'est pas forcément d'avoir une ambition très haute, très loin, mais c'était de recoudre un petit peu de penser un petit peu les blessures du vestiaire des quelques semaines que celui-ci a vécu avec Eric Ten Hag. Parce que ça a fait crack, ça a fait cric, ça a fait croc. Granit Xhaka qui est parti, c'était un peu pas fâché, mais il y avait une forte incompréhension. Euh, on voit que d'autres tauliers du vestiaire, évidemment, sont partis aussi. Donc, de toute manière, il faut reconstruire. Donc, quelque part, il a un terreau euh, assez neuf, Hjulmand, et ceux qui ont besoin de faire leurs preuves, comme lui, le suivent aujourd'hui. Et de fait, depuis son arrivée, alors on ne va pas rentrer dans les détails tactiques parce que c'est pas l'objet de notre discussion, mais euh, depuis qu'il est arrivé, il a stabilisé l'affaire. C'est une grande réussite à court terme. Il n'y a plus de défaites depuis qu'il est arrivé, ça c'est un fait. Il n'y a plus de défaites. Il y a même plutôt des victoires. Alors, il n'y a pas la flamboyance, il n'y a pas l'éclat, le panache d'un jeu euh, très intense du début à la fin, avec beaucoup d'offensive, avec beaucoup de variété, avec beaucoup de fluidité, comme Xabi Alonso était parvenu au bout de quelques mois à le faire. Mais il y a déjà le résultat. Et pour un club comme Leverkusen qui vise quand même maintenant à s'installer dans dans ces 4-5 équipes de tête, il y avait besoin de se redresser très vite. Donc ça, c'est une réussite. Maintenant, à moyen et long terme, là, je ne sais pas. Je ne mesure pas encore, pas plus que vous et Mathieu non plus, bien sûr. On ne mesure pas voilà, est-ce que l'équipe va pouvoir aller au-delà de se remettre dans la course pour la Ligue des Champions? Ça, on ne sait pas. Il faudrait réussir un coup contre un gros. Le Paris Saint-Germain, le match contre le Paris Saint-Germain va arriver très vite, par exemple. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Bon, après, on va pas. Voilà, je vais résumer l'affaire en disant on ne remplace pas Jonathan Tah, plus le gardien Radetzky, plus Florian Wirtz, plus Granit Xhaka, plus Victor Boniface, plus d'autres qui sont partis, comme ça, en un claquement de doigts. Mais visiblement, les nouveaux suivent l'entraîneur. Ça veut dire compétence managériale et la compétence sportive, on la connaît, puisqu'il a déjà fait ses preuves par ailleurs. Donc, voilà, il a fallu quelques secondes pour que je me dise, bah oui, ouais, ouais, très bon choix, très malin. Et ça va dans la continuité, Mathieu, de la pertinence des recrutements des dernières années de Simon Rolfes, le directeur sportif, qui travaille bien avec les recruteurs autour de lui, le président Carro, l'Espagnol, qui a aussi de l'ambition, et on voit qu'il y en a sous le moteur, sous le capot. Intéressant. Et je ne serais pas surpris que Leverkusen reprenne sa place, pas pour viser le titre, ils ont déjà un peu de retard et puis c'est un peu tôt pour penser à ça, mais reprenne sa place telle qu'on l'a connue les dernières saisons, c'est-à-dire 3, 4, 5e. Il n'y a pas tant de retard et puis surtout les équipes devant ne sont pas forcément des grosses écuries en ce moment. Donc il y a bon espoir. Voilà. Et après, je pense que dans l'esprit du Hulmant, la Ligue des Champions, ça serait un gros mot de dire que c'est un bonus parce qu'on veut bien y figurer. Mais je pense qu'il se dit ça peut être un moyen de motiver les gars d'aller chercher les gros coups, d'aller se qualifier pour la suite.
Ouais, cette équipe, alors qu'on la pensait en phase d'amortissement après le départ de Xabi Alonso, moi, recommence à m'intéresser. Mais encore une fois, si vous avez vu des extraits, je vous confirme sur les matchs complets, on n'a pas retrouvé encore le panache de l'équipe qui a gagné le titre en 2024. Oui, mais ça, je pense qu'on l'accepte hein, du côté de la direction du Bayer Absolument. Leverkusen. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'équipe au moins s'est relancée et, comme tu l'as dit, est placée dans une course pour ce que j'appellerais là, juste en dessous du Bayern, là, ben, les équipes là, qui luttent pour les autres positions pour les places européennes. On retrouve entre autres Stuttgart qui est remonté après avoir terminé un peu à mi-chemin au classement la saison dernière. Mais moi, je pensais que Stuttgart avait les moyens de revenir. Le RB Leipzig, finalement, qui a bien démarré et qui est troisième au classement, mais l'écart de points est minime. Donc, ça promet une course jusqu'à la fin. Même l'Eintracht Francfort, qui connaît des ratins à ce début de saison, je pense qu'eux vont bondir éventuellement, si tant est que ils arrivent à obtenir les résultats pour, là, bien sûr, mais je pense qu'ils ont l'effectif tout de même pour remonter aussi. Mais ça promet, là-dessus, tu as raison de le mentionner, de belles luttes à suivre pour la suite de la saison. C'est une des raisons aussi pourquoi on regarde la Bundesliga. C'est pas juste la domination du Bayern qu'il faut regarder quand même. Mais en tout cas, ça sera tout de même quelque chose à surveiller. Maintenant, on va parler d'une autre surprise au classement, c'est le FC Cologne. Actuellement, ils occupent la dernière place européenne au classement. Je sais que la saison est longue. Ils sont sixième. 3 victoires, un match nul, 2 défaites et un différentiel positif. Je pense que la dernière fois que j'ai vu un différentiel positif à Cologne, je devais être encore trop jeune pour savoir que ce club existait. Mais toujours est-il que l'FC Cologne connaît un départ surprenant avec 10 points au classement. Et je me demandais comment expliquer comme ça cet excellent début, ce très bon départ du FC Cologne. David, est-ce qu'on a des explications là, qui nous permettraient d'éclairer un peu cette équipe qu'on voyait plutôt lutter en deuxième moitié de classement? Je ne dis pas que ça ne va pas revenir à partir de la seconde moitié de saison, mais en ce moment, quand même, ils sont plus hauts que ce à quoi on s'attendait. Pardon, mon micro était désactivé. Je suis désolé, pas grave, j'avais dit une demi-phrase. Je disais complètement. C'est une demi-sensation. Ça aurait pu être une sensation s'il y avait eu zéro défaite, mais ils ont eu quand même un petit coup de tassement il y a quelques semaines. Mais c'est une sensation. Alors là aussi, on est dans les entraîneurs de 35-45 ans. Un entraîneur avec du punch, avec un côté hargneux, mais dans le bon sens. Ça fait penser un peu à Stephen Baumgart. Je connais beaucoup plus Baumgart que Kwasniok, mais on a un peu cette sensation d'un entraîneur qui lâchera rien sur le bord de la touche, qui va faire tout ce qu'il faut, se mettre à genoux pour ses garçons. Et on a la sensation d'un gars dévoué. Après, un petit mot sur l'effectif. Je pense qu'il y a quand même de très belles choses. On a un gardien, Marvin Schwebe, qui est compétitif. Il est soutenu par Ron Robert Zieler, qui est un ancien international. Donc au niveau des gardiens, c'est calé à Cologne, ça bouge pas. Euh, la défense, il y a du savoir-faire. Il y a des joueurs qui sont bien installés. On pense à Dominique Heinz, par exemple. Il y a aussi un apport étranger avec de l'expérience venue d'ailleurs. On pense à l'Europe de l'Est. Il y a un défenseur turc aussi, les Pays-Bas. Tout ça est bien agrégé. Mais c'est pas en défense que ça se joue. C'est au milieu de terrain que ça se joue. Parce que là, vous avez du lourd. Et du lourd en devenir. On a des joueurs qui sont déjà des moteurs. Le Belge Castro Montes, Florian Kainz, l'Autrichien, Hussein Basic, le Bosniaque bosnien, Eric Martel. Ça, c'est costaud. Tom Kraus aussi. Et puis surtout, ça, c'est un peu comment dire, les soudures. C'est un peu le ciment de ce milieu de terrain. Mais il y a un jeune homme qui est en train de vraiment débouler là-dedans. J'espère qu'il va confirmer son talent. C'est le jeune Saïd El Mala, bien sûr, le petit phénomène, le dribbleur, le garçon qui nous fait du Maradona, qui a marqué un but décisif là, à l'occasion d'un match tout récent. La victoire 1-0, c'était lui. Un jeune fougueux avec beaucoup de talent, un côté un peu égoïste, mais extrêmement efficace. Et puis voilà, avec aussi des solutions de rechange, d'autres profils. Luca Waldschmidt, qui connaît bien la Bundesliga, qui est passé par des clubs du premier tiers du classement. Marius Bülter aussi, un joueur intéressant. Donc il y a des solutions pour Kwasniok.
la sensation d'une équipe, alors là, pour le coup, ils débarquent de deuxième division, donc ils savent très bien que s'ils restent collectifs, ils peuvent faire un gros coup cette saison. Et on entend quelques éditorialistes un peu pressés déjà nous dire que si elle reste sur cette dynamique, et il n'y a pas trop de raison que ça ne s'arrête finalement, cette équipe peut frapper à une porte dans quelques mois pour accéder à une Coupe d'Europe. Voilà, je veux rester prudent, mais Cologne a débarqué, on connaît son public, l'un des plus chauds du championnat, l'un des plus chauds du pays, une ville très dynamique avec voilà, il y a un pouls économique, il y a un pouls touristique, il y a une culture foot, c'est un endroit stratégique, hein, bien sûr. Cet entraîneur avec du peps, de l'énergie, et puis un effectif équilibré avec des solutions. Moi, je trouve que, bon, alors attention, au premier match du début du championnat, ils ont gagné un peu, ils ont fait un braquage, un peu un hold-up. Donc je me suis dit, tiens, voilà, ok, ils ont bien lancé, c'est un coup, et puis il n'y aura pas de lendemain. C'est pas forcément l'équipe la plus agréable à voir jouer. Si on est fan du Barça, si on est fan d'un Guardiola, si on est fan d'un Vincent Kompany, on n'en est pas à ce niveau-là. Mais c'est une équipe qui va chercher ses points, qui va chercher ses victoires et qui s'est relevée je le disais, de ce tassement là qu'il y a eu il y a 3-4 semaines. Ouais, il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent. Donc, objectif premier tiers pour eux. Je crois même que certains disent on a des objectifs cachés qu'on ne peut pas avouer, c'est peut-être par superstition. Ce serait pas étonnant que d'ici la trêve, on retrouve Cologne pas très loin de la place qu'elle occupe actuellement. C'est ambitieux, c'est peut-être un peu euh, pensé très haut, mais j'ai pas la sensation que l'équipe se brûle les ailes en ce moment, ni qu'elle brûle son énergie. En plus, elle n'a pas de Coupe d'Europe à disputer, bien sûr, par définition. Donc, tu te souviens des sensations Union Berlin, des sensations Heidenheim? Je pense qu'on est un petit peu dans cette veine-là. Oui, et ça veut dire aussi que même si ça, je dirais pas que le soufflet va retomber de beaucoup, mais en admettant que ça retombe un peu, euh, d'avoir pris ces points-là au départ, ça va probablement les aider à se maintenir justement en première division par la suite, parce que là, on a comme développé peut-être des outils dans le coffre, des éléments qui permettent de dire à Cologne, ben, on sait ce qu'on doit faire si on veut rester et avoir, et avoir des succès. Quand les points sont à prendre, hein, ben, on les prend là où ils sont. Et donc, c'est un peu comme Hambourg, tu les prends au départ, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, ben, si tu les prends au départ, c'est pas quelque chose que tu auras nécessairement à rattraper pour la suite, parce que c'est toujours difficile. Autant que je me souviens, il y avait juste Mayence qui était très bon dans la deuxième portion et qui se rattrapait quand ils étaient en danger. C'était peut-être la seule équipe que j'ai vu faire ça régulièrement, mais les autres, dès qu'on était en retard, tu voyais, c'était compliqué de trouver ben, la bougie d'allumage là, pour que le moteur soit à plein régime pour éviter justement une relégation. Ah Alors, c'est oui. toujours mieux quand tu es en danger de relégation ou quand tu es étiqueté comme ça en partant. C'est peut-être pas si mal d'avoir un bon départ et de profiter peut-être justement des ratés de l'adversaire qui est certes peut-être sur papier plus fort, mais n'a peut-être pas toute la fluidité ou n'a peut-être pas toute ce que j'appellerais collectivement là, le, la bonne soudure qui permet justement à cette équipe-là collectivement d'être vraiment supérieure aux autres. Et là, à ce moment-là, ben, tu vas chercher les points que tu vas chercher et tu te retrouves contre toute attente là où tu te trouves. Hein? Mais en même temps, on pourrait souligner l'exemple de Fribourg. On regarde sur papier, on regarde les salaires, on se dit, mais qu'est-ce que cette équipe fait régulièrement dans la première moitié du classement, année après année? C'est comme si c'était un exemple qu'avec peu de moyens, si tu travailles bien en amont, mais tu vas avoir du succès, même si sur papier, tu vas être étiqueté comme étant, parce que je comprends, ça renvoie à ton argument sur l'argent. On s'imagine que l'argent règle des situations, mais je vais citer un exemple qui existe ici en Amérique du Nord. Une des équipes les plus chères, les Mets de New York, pas les Yankees, l'autre équipe de New York, les Mets de New York, ils avaient une des plus grosses masses salariales, mais ne se sont pas qualifiés pour les séries qui se déroulent actuellement. Et là, les articles de journaux ont sorti que c'est peut-être l'un des plus gros échecs de l'histoire, tant d'investissement et finalement, on n'arrive même pas à se qualifier. Mais l'équipe avait eu un très bon début de saison, puis ils se sont effondrés à la fin. Et ils n'ont pas compté sur le fait que d'autres équipes, eux, au contraire, ont été plus stables. Alors, c'est souvent ça. Une saison, c'est un marathon dans le sport professionnel. Tout peut arriver. Donc, aussi bien. Mais dans le foot, c'est quand même bien de prendre les points maintenant. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite parce qu'on sait que Cologne fait partie de ces villes ou ces clubs où il y a une forte animation, je dirais, populaire dans les estrades. Parfois même un peu trop. Mais globalement,
Euh, Cologne, c'est le genre d'endroit où, juste pour l'ambiance, probablement, on aimerait les voir rester un peu plus régulièrement en première division que de les voir en deuxième. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Dernier sujet pour clôturer cette émission. On va parler du Borussia Dortmund. On salue notre ami Anthony ici. Euh, Malgré le fait que le club a déclaré qu'on était insatisfait de la performance du frère de Jude Bellingham, Jobe Bellingham, et que les parents du joueur emmènent large dans le dossier. Mais bon, le Borussia avait connu cette expérience-là avec Jude Bellingham à une certaine époque, donc on savait à quoi s'attendre. Ça n'empêche pas le Borussia Dortmund d'être deuxième, d'être sur une très bonne séquence contre toute attente, hein, là aussi. On semble avoir trouvé une base d'éléments pour que cette équipe-là connaisse du succès. Et pour l'instant, n'a pas vraiment trébuché à ce début de saison. Au contraire, contrairement à l'an dernier où ça trébuchait d'emblée, là, cette année, on est sur un bon départ et on est deuxième au classement, même si ce n'est qu'un seul point d'avance sur le RB Leipzig. Et Dortmund est la seule équipe avec le Bayern Munich qui n'a pas encore connu la défaite en 6 matchs cette saison en Bundesliga. Ça a le mérite d'être souligné. Parce que Dortmund, s'il y a bien une mauvaise habitude que ce club a développée au cours des dernières saisons, c'est de connaître des défaites là où elle n'aurait pas dû en connaître. Souvent... Donc, pour reprendre l'expression consacrée, de perdre des matchs qu'elle ne devait pas perdre. C'est pas cette fois. On semble avoir la situation bien en main avec cette équipe. Et j'avais envie de savoir, David, je sais qu'on avait évoqué en début de saison qu'il y avait beaucoup de points d'interrogation. Et là, en plus, on se plaint qu'un des joueurs qui devait aider cette équipe ne performe pas à la hauteur des attentes. Euh, donc, j'ai envie de te demander pourquoi Dortmund, ça fonctionne si bien et est-ce que cette histoire avec Jobe Bellingham ne risque pas, connaissant l'historique de l'équipe, d'amener une nouvelle crise qui pourrait saper ce bon début de saison là, pour la suite des choses. Là. Mais je ne veux pas être négatif quand je pose cette question-là. Je vais juste poser la question considérant l'historique de l'équipe qui a eu comme on dit, à gérer plusieurs crises, même en interne l'an passé. Tu l'avais souligné, tu parlais d'une crise à l'interne, même au sein même de la direction sportive. Et là, Oui. cette fois, c'est par rapport à un de ces jeunes joueurs. Donc, ma question est donc en deux temps. Comment on explique donc la réussite du Borussia Dortmund en ce début de saison, malgré qu'il y a une source potentielle de crise à l'horizon qui s'annonce, étant donné ce qui se passe avec Jobe Bellingham? Il y a quelques parallèles intéressants dans le parcours de Kovac, de l'entraîneur Niko Kovac à trouver. Mais d'abord, d'un premier point de vue général, ça vient à Kovac d'ailleurs. Il a installé une stabilité dans cette équipe. Oh là là, ça change. Et en fait, les joueurs qui étaient là avaient tout pour la donner, cette stabilité. Quelqu'un comme Sabitzer, Marcel Sabitzer, l'international autrichien milieu de terrain. Euh, Simplement, c'est dingue comme les mécaniques des équipes de pointe peuvent être fragiles. Euh, vous faites confiance à ce joueur-là. Vous lui dites, OK, t'es un de nos tauliers au milieu de terrain, t'es incontournable. Euh, L'entraîneur va pas dire que tu vas jouer tout le temps, mais c'est ce que le joueur comprend. Et là, on a un Marcel Sabitzer à 98% de ses qualités. C'est très important. Félix Mecha, pareil, qui était un peu blessé, qui était un peu en sommeil, qui était un peu en retrait. Même chose, on lui a confié des responsabilités au milieu de terrain, Mecha, l'un des frères de Mecha. Félix, en l'occurrence à Dortmund. Pareil, stabilité, milieu de terrain. Euh, un système où on joue aussi sur les fluides, c'est-à-dire le jeune Svensson, l'arrière suédois, le latéral gauche suédois. Kovac, qui est un adepte du physique, a compris que ce jeune-là avait beaucoup d'énergie à donner. Alors il lui confie les clés sur le couloir gauche. Yann Couto, à droite, même chose, le portugo-brésilien, brésilo-portugais, lusitanien, lusophone, lusophile. Yann Couto, Tu vas y pareil. arriver. Continue, continue. La clé dans le couloir droit, vas-y mon gars, déboule, on défend à 3, tu peux y aller t'engager dans le couloir. Donc Kovac n'a rien révolutionné, Kovac n'a pas inventé une nouvelle tactique, mais il est là au moins sur du court terme. Enfin, ça commence à faire quelques mois, n'est-ce pas, puisqu'il a redressé l'équipe depuis février dernier. Moi, j'étais hyper sceptique au départ. Je me suis dit, bah, ce gars-là, il n'a pas les compétences techniques pour faire de Dortmund ce que Dortmund veut être, c'est-à-dire un concurrent du Bayern. Aujourd'hui, les matchs sont gagnés. Ça n'a tangué finalement qu'en Ligue des Champions, le 4-4 contre la Juventus Turin, alors qu'on menait 4-2 à la 90e minute. Finalement, ils se font rattraper, mais
Bon, il y avait quand même des solutions qui avaient été trouvées et Dortmund a compris qu'il pouvait rivaliser avec plein de monde en Ligue des Champions. Il l'a confirmé derrière avec la large victoire contre Bilbao. Et puis en championnat, eh ben, force est de constater que pour l'instant, effectivement, c'est un peu plus stable. On a un peu d'avance par rapport à Leipzig. On a un peu d'avance par rapport à Leverkusen. On a un peu d'avance par rapport à ces challengers-là, par rapport à ces équipes qui ont un peu les mêmes ambitions. Stuttgart aussi, hein, qui a trébuché plusieurs fois déjà cette saison, avec 2 défaites. Francfort, n'en parlons pas, puisque Francfort, c'est la défense qui prend l'eau. On aura l'occasion d'en reparler si ça se confirme. Et donc, Dortmund est à sa place. Voilà, ça marche plutôt bien en attaque. On a des solutions. On a un Julian Brandt qui n'est pas sursollicité, qui porte pas tout sur ses épaules. On peut jouer sans lui et ça fonctionne. Guirassy l'a montré, mais même quand il n'y a pas Guirassy, il y avait des solutions aussi. Souvenez-vous ce match où Guirassy se blesse légèrement avant le coup d'envoi, juste avant le coup d'envoi à l'échauffement. Il est remplacé par Julian Brandt. On a l'impression qu'il n'y a eu aucun changement dans le 11 de départ, nickel. Et puis surtout, cette défense, ça, il faut qu'on en dise un mot. Je veux bien m'arrêter 30 secondes là-dessus. 4 buts encaissés en 6 journées. Schlotterbeck, qui est le chef technique de cette défense, n'était pas là sur les premiers matchs. Ça tenait le coup, la digue tenait très bien. Il est revenu. Et là, vous avez vu, vous avez regardé un peu les extraits peut-être de match, voire davantage si vous avez accès aux images. Schlotterbeck, c'est le nec plus ultra des défenseurs. C'est un gars, c'est le meilleur passeur des défenseurs centraux de ce qui se fait, c'est ce qui se fait de meilleur en Allemagne. Et donc, il apporte quelque chose, quoi. Non seulement il défend bien, c'est presque un peu trop risqué même parfois, mais avec l'âge, il se stabilise. Et puis, la relance est royale, quoi. Donc, avec le Kobel qu'on connaît, le gardien suisse dans les buts, toujours quand même très fort. Guirassy qui empile les buts devant, un milieu de terrain stabilisé et une défense améliorée, très clairement. Améliorée. Ben Sebaini a trouvé sa place en axial gauche. Nico Schlotterbeck s'est réintégré. Niklas Zule est une option toujours et ça reste compétitif. Même le Norvégien Ryerson, qui était très sollicité la saison dernière, peut souffler en ce moment parce que Kovac fait confiance aussi à d'autres latéraux. Donc voilà, une équipe qui a trouvé une surface, une équipe qui a trouvé une stabilité. Ça n'est pas le FC Barcelone, ça n'est pas Manchester City, ça n'est pas Liverpool, mais c'est pas mal. Et finalement, je veux bien admettre, je suis toujours critique hein, vis-à-vis de Dortmund, Mathieu, tu le sais, je veux bien admettre que cette équipe aujourd'hui a l'envergure, a la surface pour assumer son rôle de numéro 2. Après, il va y avoir un Dortmund-Bayern là, qui va venir très vite, là, le 18 octobre. Donc ça va être l'occasion de s'étalonner et de voir un peu si on peut viser plus haut. Pour l'instant, je ne me prononcerai pas là-dessus puisque le Bayern impressionne tellement qu'on va laisser le match venir et on va voir. Vous avez vu que Francfort a été concassé par le Bayern là, il y a quelques jours, quelques semaines. 0-3, il n'y a pas eu de discussion. On va attendre de voir ce que Dortmund est capable de faire et on verra ensuite si les ambitions peuvent être démultipliées. Pour l'instant, je pense que Kovac est satisfait de ce que son équipe lui rend. Très bonne défense, une attaque qui fonctionne plutôt pas mal, de la stabilité, de l'équilibre, une deuxième place au classement. On est en course en Ligue des Champions, pas de défaite. C'est le Dortmund qu'on attend, en fait, en gros. Eh ben, on va espérer que ça continue dans la bonne direction pour Dortmund. Puis ça va peut-être amener une certaine compétition avec le Bayern, ce qui relancerait encore plus l'intérêt de la Bundesliga Bien cette sûr. saison. C'est toujours plus agréable quand il y a de la compétition que quand il n'y en a pas. En tout cas, ce sera un dossier à suivre. Et on aura l'occasion de revenir au cours des futurs épisodes sur certaines équipes qu'on n'a pas évoquées, bien sûr, mais qu'on aura largement le temps, mais sur lesquelles on aura largement le temps d'en parler dans le futur. Oui, Francfort, c'est un peu mon intention éventuellement d'en parler, mais j'attends de voir si c'est une tendance qui va Et oui, s'interrompre dans les prochaines semaines ou si ça se poursuit. Il va falloir probablement identifier plus profondément le mal qui afflige cette équipe, ce qui est quand même étonnant considérant, et là je reviens sur ta propre prédiction, David, que tu les voyais comme l'un oui, des numéro 2. principaux compétiteurs Ouais, du Bayern Munich cette saison, mais malheureusement, et ça tu l'as mentionné, ça fera une belle amorce. Défensivement, ça n'y est pas pour l'instant avec exactement. l'Eintracht Francfort et collectivement non plus au regard du classement et de sa position un peu surprenante au classement de 7e, ce qui n'est pas si mal. Et on est encore à 5 points d'écart avec le Borussia Dortmund, donc c'est pas insurmontable à ce statut de la saison, mais il va falloir éventuellement qu'on cesse de perdre des... pardon,
qu'on cesse de perdre des matchs, mais surtout qu'on arrête, alors que l'attaque fonctionne bien, mais qu'on arrête d'accorder autant de buts. On a déjà 16 buts d'accordés en 6 matchs. C'est beaucoup trop. La Toutes plus les mauvaise équipes défense du qui... championnat. Ouais. Effectivement. Euh, effectivement, c'est l'équipe qui a accordé le plus de buts en Bundesliga au moment où on se parle, parce que même les autres équipes, même celles qui sont dernières, n'en ont pas accordé autant, ce qui est quand même assez étonnant. Et je pense que c'est leur attaque qui les a aidés à avoir autant de victoires que de défaites, mais probablement que leur fiche serait meilleure si leur défensive était à la hauteur des équipes qui sont devant. Et ça, c'est une chose qui a le mérite d'être soulignée. Bon point, par exemple, pour Dortmund en défense. Seulement 4 buts alloués en 6 matchs. J'avoue que ça étonne. Et on semble être revenu à peut-être cette identité qui est un peu à contre-courant de ce qu'était le Borussia Dortmund. Mais ça semble en tout cas leur donner des résultats malgré tout. On a l'impression que puisque au niveau de l'attaque, on ne peut pas vivre que de ça, on préfère donc et ça c'est surprenant, je l'avoue, solidifier un peu une défense et trouver des ouvertures autrement. Et là, on a la ressurgence d'un gars comme Sabitzer qu'on n'avait pas vu la saison dernière, mais il y a 2 saisons qui étaient là quand même. C'est un drôle de joueur, Sabitzer. Des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. Mais bon, pour rester l'exemple de Serge Gnabry qui a été absent, aux abonnés absents pendant 2-3 saisons avant de rebondir cette année. Tout est possible dans le milieu du foot. Merci beaucoup, David, encore une fois, pour ta contribution et tes lumières sur le championnat allemand. Et je te souhaite, d'ici à notre prochain épisode, un bon voyage en Indonésie, où on aura l'occasion peut-être d'en parler en privé et peut-être ça va... On ne sait pas, ça va peut-être amener un autre point de vue sur la Bundesliga, ton retour Oui. dans un mois. Absolument, c'est une toute autre ambiance. Voilà, suivez les échéances qui arrivent. On a peu de temps là après notre enregistrement. On a un match pour la Mannschaft contre l'Irlande du Nord aussi qui est assez essentiel, assez décisif pour se donner de l'élan en vue de 2026. Et puis la Bundesliga, ouais, on a quelques cartouches en réserve. Le RB Leipzig est en train aussi de dessiner une belle saison. Donc, à voir, à confirmer. On va patienter encore parce que bien sûr, la traversée de l'automne n'est pas une chose évidente. On le sait, hein, dans le foot Ah, professionnel. non, non. Même le PSG peut témoigner à une époque. Ah oui, oui, ben effectivement, avec la chute des feuilles, on ne sait pas sur quoi on peut marcher en route. Merci encore une fois, mon cher David. Je vous rappelle que le balado et la vidéo-diffusion de Casa Foot est disponible sur YouTube, mais également donc en audio sur Apple Podcast et toutes les nombreuses applications comme Spotify ou des applications comme Deezer, Google Art Radio, ainsi que d'autres plateformes d'écoute. On se multiplie sur les ondes, alors vous pouvez nous trouver facilement. Nous sommes là. Et donc, on vous rappelle aussi également que on continue encore, même si on en a moins parlé, on continue encore de chercher un commanditaire. Si vous avez des tuyaux, si ça vous intéresse de venir vous impliquer dans notre podcast, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous contacter en privé. Nous sommes sur Blue Sky maintenant, vu que, étant donné le dépotoir qui est devenu X, mais toujours, même si on y est parfois encore un peu, là, on est disponible via nos vrais noms. On n'invente pas des beaux ou des faux noms pour nous contacter. Vous pouvez nous trouver facilement. Voilà. C'est ce qui conclut ce second épisode de cette nouvelle saison de Kaiser Foot. En mon nom et en celui de David Lortolari, je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut.